Ça va être une petite session tranquille, un peu ciné, où je vais vous parler de Axe en 2018. Plus t'en mets, plus t'en as. Je suis David Mouton, architecte chez OnePoint, enseignant à MMI et à l'ECV, membre du CA des ludothèques interludes, parce que j'aime bien jouer aux jeux de plateau, et contributeur aussi de temps en temps à l'Axe Fondation. Je suis passé déjà à Bélixaio il y a 3 ans. Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là, et peut-être que parmi ceux qui étaient déjà là, vous n'avez pas trop suivi l'actualité autour de Axe ces 3 dernières années, ou peut-être que tout simplement, la plupart d'entre vous ne connaissent absolument pas la technologie. Donc c'est l'occasion là de reparler un petit peu des épisodes précédents. Donc dans les épisodes précédents, on avait parlé de Axe comme étant un langage de programmation open source et indépendant. Derrière Axe, il y a la Axe Fondation qui pilote les évolutions autour de la technologie. Open source et indépendant, c'est important quand on recherche un peu d'éthique dans ces développements, quand on a la chance de pouvoir choisir entre une solution propriétaire et une open source. Mais pour certains d'entre nous, c'est quelque chose qui résonne. Indépendant aussi, quand on sait que certaines technologies, même si elles sont open source, elles sont des fois, mais bien souvent, elles sont portées par des grosses boîtes comme des Google, comme des Facebook, et qui peuvent très bien décider de façon unilatérale de certaines évolutions, voire même de tuer certaines technologies. Et bien ça aussi, ça peut résonner. Ça peut résonner quand on a été ancien flasher et qu'on a vu une technologie mourir devant ses yeux, dans ses mains, ou quand on est développeur JavaScript et qu'on voit naître et mourir des frameworks JS au rythme des saisons. C'est quelque chose qui peut faire sens, surtout que là, on parle de quelque chose qui existe depuis 2005. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe, qui vit bien, qui fonctionne bien, qui a été éprouvé et qui ne va pas popper comme ça, qui n'est pas né hier et qui va mourir demain. Techniquement, on est sur un langage moderne qui ressemble beaucoup à du Java ou du C#, qui est multiparadigme. On va retrouver du strictement typé, du dynamique et un peu de fonctionnel aussi. Il y en a un peu pour tous les goûts. En termes de fonctionnalité, on est sur quelque chose d'assez standard. On a des classes, des packages. On peut faire de l'inlining. Il y a du pattern matching, des enums. On a des types abstraits. Alors, les types abstraits, ça n'a rien à voir avec les abstracts qu'on a en Java. Là, les types abstraits, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser. Par exemple, on peut créer un type millimètre qui va hériter de float. On va créer des centimètres de la même façon, des kilomètres, et on pourra après les manipuler, faire des additions, faire des soustractions de millimètres et de kilomètres. Pour ceux qui avaient du mal peut-être à faire certaines conversions quand ils étaient beaucoup plus jeunes, je pense à mon fils là qui a 9 ans, qui fait ça. Des fois, je lui dis, tiens, j'aimerais bien que toutes tes cours soient faits en type abstrait, ce serait beaucoup plus simple pour toi. On a de la compilation conditionnelle parce qu'on est sur un langage qui va compiler vers plusieurs targets. Donc c'est quand même pratique de se dire, tiens, cette portion de code, je veux qu'elle soit spécifique à une cible en particulier par rapport à JavaScript ou du PHP. Et puis plein de trucs super sympas comme les generics, on peut typer fonction, on a des structures anonymes, des métadatas, des lambdas et des types def. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Quelque chose qui existe donc depuis très longtemps, mais c'est bien de faire une petite piqûre de rappel avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui. Donc on est sur l'épisode 2018 et on va commencer cet épisode par la partie projet. Parce que depuis, il s'est passé plein de choses. Il y a plein de super projets qui sont nés, qui ont été construits autour de la technologie Axe et les différents frameworks qui sont bâtis dessus. Le premier projet que je voudrais vous présenter, c'est Northgard. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent Northgard. Il y a plein de gens qui connaissent Northgard. Et c'est pas anodin parce que ce jeu vient de dépasser les 900 000 ventes sur Steam. 900 000 ventes sur Steam, c'est colossal. À 20 € la copie, ça fait beaucoup d'argent. Donc, comme vous le voyez, c'est un jeu de stratégie temps réel. C'est un Settlers-like, pour ceux qui ont connu, ceux qui sont vieux comme moi, qui ont connu Settlers. On va jouer un peuple, on va construire différents bâtiments, envoyer des gens, couper des arbres, les envoyer à la Syrie. On va avoir des forgerons. Alors bien sûr, il y a une partie guerrière pour aller taper les camps adverses. Il est en 3D temps réel. Il est construit sur Axe et il utilise HLink, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, et le framework, un framework 3D tout récent
qui s'appelle Ips, dont je vous parlerai également tout à l'heure. C'est développé par un studio bordelais qui s'appelle Shiro Game. Ça tourne sur Mac PC Linux, donc plutôt bien cross-platform, c'est un client lourd, on ne parle pas de jeux web. Et Shiro Games, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, parce que peut-être que certains d'entre vous ont connu Evoland, la série, la saga des Evoland 1 et 2, qui a un gros succès également sur Steam. Et donc ça marche vraiment très très bien pour Shiro Games en ce moment. Et ils recrutent, donc s'il y en a qui ont la fibre, qui veulent se lancer dans l'aventure du jeu vidéo, n'hésitez pas, c'est un très bon studio et ils font des jeux super cool. Le deuxième jeu dont je voudrais vous parler, parce que voilà, quand même, on est sur une stack, sur du Axe. Axe est né à l'origine pour le jeu vidéo, donc c'est un peu normal qu'on retrouve pas mal de jeux vidéo dans les success stories et autour de Axe. Celui-ci s'appelle Dead Cells. Alors, juste pour savoir, par rapport à Northgard, qui connaît Dead Cells? Ouais, ça se tient, ça se tient. Dead Cells a dépassé le million sur Steam. Donc là, on est aussi sur quelque chose d'assez énorme. C'est Motion Twin à Bordeaux, qui est un studio ancien, plutôt, quelques années. Et Dead Cells donc, marche sur Mac PC Linux, en client lourd, et est sorti cet été sur PS4, Xbox One et Switch. Donc là, il profite vraiment des aspects cross-platform autour des techno Axe. Il est construit sur la même stack que le jeu précédent. Pourtant, on est sur un rendu radicalement différent. Là, on est sur un jeu 2D avec un style pixel art. Pour vous dire qu'on n'est pas fermé à un style de rendu comme on aurait avec du Unity, par exemple. Si on part sur une stack Unity, ben, on fait du Unity. Sur du Unreal Engine, ben, on fait beaucoup de Unreal Engine. Les jeux, en général, se ressemblent beaucoup. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est disponible un petit peu partout. Et on a la chance d'avoir l'un des créateurs du jeu ici, quelque part, là, aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut l'applaudir pour ceux qui ont apprécié de jouer à Dead Cells. Voilà, ça prendra. On reste dans l'univers du jeu vidéo avec Forge of Empires. J'imagine que vous connaissez également, qui est un jeu, alors du coup, qui n'est pas français, qui n'est pas bordelais. Mais qui a été développé en Axe également. Et donc lui, il tourne sur une stack web et avec du mobile, iOS et Android. On parle de 200 millions de joueurs là, hein, quand même. Hein. C'est sur Forge of Empires, c'est quand même énorme. On est loin de ces petits jeux développés, c'est pas du tout le cas des précédents non plus, mais là, on est vraiment sur un projet d'envergure mondiale, réalisé par un studio qui emploie 400 personnes. Et ce jeu représente à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc c'est fait en Axe, encore. Et ils ne sont pas à leur coup d'essai parce qu'ils font Elvenar et Grecopolis aussi. C'est énorme. C'est le dernier jeu dont je vais vous parler. Il y en a énormément, on ne va pas tous les faire. Là, on est sur plutôt des jeux d'argent, sur un style graphique vraiment différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est pas forcément ce que je préfère, mais ça marche beaucoup, c'est les jeux d'argent. C'est Flowplay qui fait ça, ils sont américains. Et à l'origine, c'est un jeu qui était fait en Flash, en ActionScript 3. Et ils ont converti à peu près 1 million de lignes de code en Axe. Et ils ont maintenu, parce que le jeu continuait à évoluer, on ne pouvait pas se permettre d'arrêter les développements d'une plateforme le temps de migrer, parce que vous savez que Flash allait mourir. Donc ils ont créé un pipeline qui leur permettait de convertir automatiquement la version actuelle, de continuer à faire des évolutions dessus, tout en préparant la nouvelle plateforme. Et donc c'était donc un pipeline qui convertissait 1 million de lignes de code en AS3 vers du Axe. Et en plus de ça, en plus d'éviter d'avoir un jeu qui tourne sur une plateforme qui est en train de mourir, et bien ça leur a permis également de sortir Vegas World en version native sur mobile. Et ce qui est plutôt pas dégueulasse quand on voit le marché que ça peut représenter. Bon, j'arrête les jeux vidéo. Je vais maintenant passer sur quelque chose de complètement différent. Là, il s'agit d'une box Internet et vidéo qui fonctionne, qui marche énormément aux États-Unis. Je crois que j'en ai jamais vu ici en France. C'est 10 millions de box aux États-Unis qui font tourner toute une partie d'IHM développée en Axe. Également, ils ont une version iOS, ils ont une version, un client pour iOS et Android qui est en Axe, et on parle également de plusieurs millions de lignes de code pour l'ensemble de ce projet.
Je change de sujet, encore une fois, pour vous dire que vraiment, on n'est pas du tout ancré, on ne parle pas que de jeux vidéo quand on parle de Axe. Là, on va partir sur quelque chose de vraiment, vraiment différent. Il s'agit plutôt de performance artistique, avec Borealis Alta. C'est une installation artistique qui est installée à Alta en Norvège et qui a été construite autour de la thématique des aurores boréales. Donc c'est plutôt des créas qui prennent ça en main avec un background quand même assez technique. La stack ici, on est sur du Axe et OpenFL pour surtout une target C++ sur certains devices, et les animations, parce que on parle de créa, on travaillait avec Adobe Animate CC, qui fonctionne pas mal pour les exports en OpenFL. Et donc là, on est assez loin du jeu vidéo. Donc la première partie, elle est pas ennuyeuse, mais c'est la partie un peu culturelle, où on va lire, on se documente. Ah voilà, très bien, ce monsieur, il n'a pas de cheveux. Ah, il est super cet appareil photo. C'est avec ça que j'ai pris les premières photos d'aurore boréale. On commence à jouer avec des éléments interactifs, donc plutôt des tablettes qui sont mises à disposition, sur lesquelles on va pouvoir voir des vidéos. Rien de vraiment extraordinaire à ce moment-là, à part de très belles animations, mais qu'on pourrait voir à peu près tout le temps. Je peux accélérer? Non. Si? Non, je ne veux pas prendre de risques. On commence à voir apparaître donc les premières installations interactives, avec encore du contenu culturel. Ah, c'est super, j'apprends plein de trucs. Et je marque des points aussi, côté gamification. J'appuie sur des boutons, et j'écoute des sons d'aurore boréale. C'est merveilleux. Et là, on commence à rentrer sur un petit jeu super sympa, où là, il faut parler dans le micro et dire « Axe, c'est super » de façon très sensuelle, limite érotique. Et comme ça, on marque beaucoup de points. Vous noterez qu'elle marque beaucoup plus de points que son copain, mais qui essaye aussi d'entrer sur « Axe, c'est super ». Bon, et tout ça, ça a été réalisé donc, dans un cadre très artistique. C'est en norvégien, hein, je vous passerai la traduction. Et c'est, voilà, enfin moi, c'est typiquement le genre de projet qui me bluffe. Je trouve ça vraiment magique, magnifique. Et une partie à la fin avec un plafond interactif d'aurore boréale où on peut peindre ces aurores boréales, etc. Mais on va passer à la suite sur un projet encore complètement différent, puisque là, du coup, on va passer côté logiciel, côté software, avec Armory 3D. Armory 3D, c'est un projet vraiment ambitieux. Je vous parlais d'open source et d'indépendance au début. Il y a peut-être qu'il y en a certains qui connaissent Unity 3D, qui est un projet donc, qui est propriétaire, dont les sources ne sont pas du tout open. Eh bien ça, il s'agit d'un projet de version open source d'Unity, c'est un Unity-like, basé sur Blender, avec une stack technique Axe, le framework K, qui est un framework un petit peu comme OpenFL, et Blender derrière pour toute la partie IHM. Ça exporte en natif sur tout ce qui est Windows, Linux, Mac. Ça peut exporter sur le web en HTML5. Les plateformes Android et iOS sont évidemment supportées, ainsi que les consoles, PS4, Xbox One et Switch. L'intégration pour la partie code, il y a des plugins pour Armory 3D avec VS Code, pour ceux qui aiment bien jouer avec VS Code. Vous pouvez librement coder toute la partie un peu plus logique dans votre VS Code habituel. Sinon, vous avez ce petit système de nodes en bas où vous allez, voilà, hop, vous supprimez des nœuds, vous rajoutez par exemple ici un je sais pas quoi, un Vorani texture, voilà, hop, on va le lier et hop, on a du Vorani texture sur notre machin. C'est renversant. Je ne vous dirai pas trop à quoi ça sert, mais c'est quand même assez impressionnant. Bon, ça reste assez jeune comme projet, mais ça illustre bien le côté assez polyvalent de la stack Axe, où on peut vraiment faire du jeu, faire du soft, faire du web, faire des expériences artistiques de façon assez indépendante. Là, c'est un autre petit projet pour nos amis graphistes. C'est un outil d'édition de fontes en ligne. Si vous avez la fibre artistique, vous avez envie de créer vos propres fontes et vos propres typos, mais voilà un outil qui a été fait en Axe. C'est une web app qui fonctionne très très bien. Je ne pourrais pas vous en dire davantage, n'ayant pas la fibre artistique plus que ça, ou en tout cas de velléité à faire mes propres fontes. Je les télécharge très bien. Le reste, je le laisse aux autres, mais ça a l'air de bien fonctionner.
Et pour terminer, évidemment, côté web, il y a des projets qui sont incontournables. Qui connaît Live Jasmin? Personne? Ah, quand même. Donc, Live Jasmin, non, je suis sûr qu'il y en a plus que ça qui connaissent. Moi, je ne connaissais pas, hein, évidemment, avant. Live Jasmin, donc c'est un site web, en fait, c'est l'un des sites web les plus vus au monde. Ils sont, je crois, dans le top 50 des sites les plus visités au monde. Enfin, c'est extraordinaire. Ils font 35 millions de vues par jour. 35 millions de vues par jour. Enfin, j'ai fait des projets web, j'ai jamais fait de projet à 35 millions de vues par jour. Juste à titre indicatif, si vous économisez 20 kilos sur le poids de la page, c'est 700 gigas de trafic en moins par jour. Voilà, on dit ça, on dit rien. Et donc, il y a une partie de ce projet qui est développé en Axe. Notez que j'ai bien pris le soin de crypter pour éviter des problèmes. Voilà. 35 millions de vues par jour. Donc, ça marche aussi sur des gros sites. Bon, pour terminer, quelques noms qui ressortent et qui utilisent Axe au quotidien. On va retrouver Disney, Nickelodeon, Prezi, qui ont pareil converti leur outil de présentation qui était à l'origine en Flash, ils l'ont converti en HTML5 en utilisant Axe. Bon, on trouve TiVo là dans le tas. Dockler, c'est eux qui font la Jasmin. Donc voilà un petit peu pour les projets qui sont apparus, les success stories ces dernières années autour de Axe. Maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail côté tech. Qu'est-ce qui s'est passé un peu ces 3 dernières années côté tech autour de Axe? Eh bien, il y a davantage de targets qu'il y a 3 ans. Aujourd'hui, il y en a 12 au total. Donc, je ne les ai pas toutes mises. On va retrouver Python, Lua, PHP, JS, C#, C++, Java, et d'autres nouvelles qui sont apparues comme Ashlink, par exemple, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, Axe fait ça très bien, hein, transpiler ce langage vers d'autres langages. Et il le fait vraiment bien, et en plus, il en profite pour optimiser le code qui est généré. Il a différents outils pour réaliser ça. Il a un static analyzer, il élimine le code mort, on peut faire des inlining. Et donc là, sur ce graphe, on peut voir donc du TypeScript, du Axe, du Dart et du WASM comparés en termes de vitesse de compilation. Donc, bon, enfin, il n'y a pas photo. Axe compile vraiment plus vite que tout le monde. En termes de performance, on est sur un algo de décryptage, je ne me rappelle plus le nom, mais je crois que c'est un codec vidéo software derrière. Donc, on est vraiment sur quelque chose qu'il faut optimiser pour avoir de la performance, sans accélération matérielle. On voit que sous Chrome, en tout cas, Axe est plus rapide que TypeScript et assez proche de ce que produit WebAssembly. Sur Firefox, c'est un petit peu différent puisqu'ils ont vraiment bien optimisé WebAssembly, mais on reste constant sur les performances de Axe. Le poids généré est quelque chose de tout à fait comparable avec les... Alors là, Axe, en fait, il embarque un polyfill. C'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus gros que TypeScript. Pour des raisons de rétrocompatibilité, il y a un polyfill qui est embarqué lors de la compilation, quelque chose qui va sauter là, dans les prochaines versions, dont on peut économiser encore du poids. Mais enfin, on est loin du poids généré par Dart. Dart, déjà, il a le code le plus lent, mais en plus le plus lourd. On est à 12 kg du TypeScript, on est à 264 kg en Dart. 2, hein, la dernière version, sur Dart2JS. Donc c'est bien Dart. Ça marche bien, il faut partir dessus. Valeur sûre. Donc je vous dis qu'il compile vite, mais en fait, ça ne finit, il compile vraiment très vite. Surtout quand on a l'habitude de travailler avec des gros projets. Et sur des gros projets, si on compare à du... Je vais arrêter de parler de Dart, hein, parce qu'on est sur du x50. Mais du TypeScript, par exemple, on est juste 5 fois plus rapide, de base. 5 fois plus rapide de base. Java, il n'a jamais été populaire pour sa rapidité de compilation. On est sur du 10 fois plus vite. Mais il y a d'autres outils qui permettent d'accélérer encore les temps de compilation. Par exemple, si on utilise un serveur de compilation, on peut encore multiplier par 5 les performances. Donc c'est bien, si vous n'aimez pas attendre quand vous lancez votre build, attendre que la compilation se passe, mais c'est très confortable. Côté tooling, alors évidemment, comme dans tous les projets open source, comme dans tous les univers, il y a des frameworks qui naissent, il y en a qui meurent.
mais on est loin du rythme effréné qu'on a sur des écosystèmes comme JavaScript. Et on a une consolidation autour de certains outils qui sont du coup beaucoup utilisés. Donc ça, c'est plutôt côté JavaScript. On a Webpack qui est très bien intégré. On va retrouver Axe React et Redux qui sont très bien intégrés aussi dans la stack web autour de Axe. L'écosystème fonctionne assez bien avec NPM. Et on va retrouver 2 frameworks qui sont vraiment spectaculaires avec Tinkerbell, AxeTink, je ne me souviens plus trop comment on l'appelle, et Ex Machina qui devrait séduire plutôt les développeurs Java qui ont l'habitude de fonctionner avec du Spring Boot, par exemple. Ex Machina, on a l'impression que c'est des développeurs Java qui l'ont fait en Axe. Ça fait injection de dépendance, ça supporte toutes les... Donc, ça ressemble beaucoup à du Spring Boot. Donc ça devrait vous plaire. Je vous invite à essayer Ex Machina si vous avez envie de vous embarquer dans des trucs Java-like. Je vais continuer avec côté IDE. Il y a eu de gros progrès qui ont été faits avec l'intégration de VS Code, à tel point que c'est devenu en fait l'IDE supporté officiellement par la Axe Foundation. IntelliJ l'est toujours. En fait, du coup, il y en a 2. Plutôt à destination des entreprises, on va retrouver IntelliJ, et plutôt à destination des autres, on va retrouver VS Code. VS Code, très bien, hein, pas de souci. Ils ont commencé à développer les compiler services qui permettent justement de rapidement greffer de nouveaux IDE sur les services fournis par le compilateur en matière de complétion, en matière de live checking error. Donc ça marche plutôt pas mal. Ça marche pas bien avec IntelliJ parce qu'ils ont leurs propres outils d'intégration de compilateurs. Ça marche pas bien avec ça, mais VS Code en profite énormément. Pour ceux qui aiment bien travailler avec les macros, j'en ai pas parlé, mais Axe est un langage qui profite d'un système de macros qui permet de coder le comportement du compilateur au moment de la compilation directement depuis son code. C'est extrêmement puissant, et donc là, il y a eu des évolutions qui ont été faites autour de Eval, qui a multiplié par 4 les performances. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir, mais à vrai dire, je fais pas beaucoup de macros, mais dans la salle, je sais qu'il y en a qui en font beaucoup, et qui doivent jubiler à l'idée de dire « Ah, ça compile super vite !» Voilà, ça interprète super vite. Ouais, ça interprète super vite. Donc c'est bien, ça va vite, ça va dans le bon sens. Et donc il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas longtemps pour un petit peu mesurer les différents usages qui sont faits par les différents développeurs autour de Axe. Et les résultats sont assez surprenants. Donc ça, c'est un résultat en avant-première. Hein. Les résultats n'ont pas été publiés officiellement. J'ai dû donner de ma personne pour les obtenir. Je ne vous raconte pas tout. C'était épique. J'ai couché, en fait. Mais je me sens sale, maintenant. Mais j'ai obtenu ces résultats. Et ils sont assez surprenants. Si on voit que la target C++ est très utilisée, bah, c'est un peu normal, puisque c'est un incontournable dans le jeu vidéo. Et le jeu vidéo reste assez prédominant dans les usages. Et le JavaScript explose tout. Alors là, c'est ma grande surprise. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'usages, autant de développeurs qui disaient « Axe pour faire du JavaScript ». Je pensais que c'était bien, mais pas à ce point-là. 73% des usages en JavaScript, c'est bluffant. On a Ashlink qui progresse bien, qui est tout nouveau, je vous parle juste après. PHP un peu, Java un peu, C# un peu. J'en connais un ici qui en fait. Et Flash, on ne voit pas l'historique, hein, avant beaucoup moins maintenant. J'imagine que ça l'est beaucoup moins maintenant. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. C'est un bon enseignement de se dire, tiens, finalement, Axe est vraiment utilisé dans l'écosystème JavaScript, et des gens font des choses avec. Wow. L'une des nouveautés, c'est Ashlink, des grosses nouveautés de cette année et de l'année dernière. Ashlink, donc, qui est une nouvelle machine virtuelle pour Axe, qui apporte donc la dual compilation, qui est un JIT, qui permet donc d'exécuter rapidement son code. Alors le JIT fonctionne aujourd'hui qu'en x86-64, c'est-à-dire qu'il va tourner essentiellement sur desktop, mais la force de Ashlink, c'est l'export en C, qui permet du coup de sortir des programmes super optimisés pour toutes les plateformes, Mac, PC, Windows, iOS, Android, etc. Un garbage collector plutôt rapide, et d'autres options dont je ne sais absolument pas ce que ça fait parce que j'y connais rien.
mais c'est là. Si vous avez des questions, il y a quelqu'un qui pourra y répondre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? On a pu mesurer que les performances du gîte offertes par Ashling dépassaient les performances offertes par Adobe Air et Node.js V8, puisque du coup, la question était, tiens, qu'est-ce qu'on va utiliser pour développer rapidement? Et donc, les performances obtenues par Ashling sont nettement supérieures à ce que propose Air ou Node.js. Il y a encore énormément de possibilités d'amélioration, donc ça continue d'évoluer. Ça avance très vite. La target C est vraiment la force de Ashling. J'ai posé la question, mais pourquoi on n'a pas utilisé une JVM, par exemple? On pourrait très bien, vu qu'on fait du Java, on pourrait très bien utiliser une JVM. Mais c'est pour la conversion en C, et pour du coup cibler des plateformes sur lesquelles la JVM n'existe pas. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aimerais bien essayer un de ces quatre. À titre d'exemple, donc je vous disais que sur NorthGuard, ils utilisent Ashlink. Ashlink, c'est à peu près 1200 classes, 11 000 méthodes. Sur un Intel, sur un processeur Intel quad-core à 2,4 GHz, compiler l'intégralité du projet a mis 18 secondes. On peut dire, ouais, c'est beaucoup. La recompilation a mis 2,4 secondes. Et quand on utilise le serveur de compilation, on reste dans ces eaux-là. Qu'on fasse des modifications ou pas. C'est rapide. NorthGuard, moi, je le compile en 2,4 secondes. Et toi? La deuxième grosse nouveauté autour de Axe, c'est l'arrivée d'un nouveau moteur 3D. On dira, ah, tiens, encore un moteur 3D, comme s'il n'y en avait pas assez. Celui-ci s'appelle Ips. Il apporte plein de trucs. Alors, je vais les lire avec vous. Hein. Il fonctionne en 2D, 3D. Il est cross-platform avec tous les trucs qui sont à droite. Voilà, c'est sympa. Il est simple au démarrage. Il compile rapidement. Il est accéléré par le GPU, normal, les shaders aussi. Il supporte tous les types de contrôleurs. Et c'est gratuit et open source. Gratuit et open source. C'est bien. Je peux vous montrer, du coup, à quoi ça ressemble, un peu de Ips. Déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble du Axe, pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc ça, c'est un peu de Axe. On a ici une petite classe de test. On va déclarer une fonction statique. On va créer ici un new point 2D et on a un point 3D, on a nos classes en dessous. On a déclaré nos variables en dessous. Ah, mais attendez, mais ça ressemble à plein de langages que je connais déjà. Mais oui, ça ressemble à plein de langages que je connais déjà. Donc c'est facile d'attaquer du Axe. Ça ressemble à du Java, du TypeScript, du C#. Ah, c'est simple quand même. Ah, c'est pratique. Et voyons voir dans Ips à quoi ça ressemble. Dans Ips, donc là, ils ont une petite page de sample. Je prends celui-là parce qu'il y a un joli bonhomme dessus. Il a l'air méchant comme ça, mais c'est parce que vous ne le connaissez pas. En fait, quand on apprend à le connaître, tout de suite, ça se passe mieux. C'est vrai qu'il a l'air effrayant, c'est ses sourcils comme ça. Donc voilà, là, on a un petit module où vous voyez, je peux tourner tout autour, il y a des effets de lumière, notre bonhomme qui se balade. Et voilà le code à côté qui va avec. Rien de spécial, on va charger un modèle cache, on va charger notre modèle, on va le positionner, on positionne notre caméra en dessous, on va jouer une animation, l'animation qui vient a priori avec le modèle. Voilà, on rajoute des lumières, on rajoute des ombres. Ça, c'est le caméra contrôleur, sûrement peut-être ce qui me permet de tourner. Ouais, peut-être bien. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Wow. Voilà, c'est tout. Comme ça, je peux me la péter en soirée. J'ai fait un bonhomme qui marche, qui tourne en quelques lignes de code. Je suis sûr qu'en soirée, j'aurai un succès fou avec ça. Donc, quand ils disent c'est simple et c'est abordable, c'est facile de rentrer dedans, oui, c'est très facile de rentrer dedans. On peut faire rapidement quelque chose avec Ips, et en plus, on va le faire tourner sur toutes les plateformes que ça supporte, c'est-à-dire à peu près tout. Et c'est vachement bien. Alors, hop, je repasse là. Bon, voilà un petit peu pour ce qui s'est passé en 2018. Maintenant, je vais teaser un petit peu ce qui va se passer dans les prochains épisodes.
Dans les prochains épisodes, on a Axe 4 qui arrive. Axe 4, il sort en RC ce mois-ci. Il est disponible en Preview 5 en ce moment. Et ça développe dur sur Axe pour le sortir rapidement. Normalement, ça devait sortir aujourd'hui. Mais ils ont pris un peu de retard et donc du coup, il n'y a pas de RC pour aujourd'hui. Je suis un peu déçu. Mais bon, ça sort ce mois-ci. Donc on va dire que c'était comme si ça sortait aujourd'hui. Et donc, il va apporter un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux sucres syntaxiques, et il va continuer à évoluer, parce que parmi ces évolutions-là, elles ne vont pas toutes arriver avec la première version de Axe 4. Donc, on a une nouvelle fonction de typer les fonctions, une nouvelle façon de typer les fonctions, que je trouve beaucoup plus lisible que celle qu'il y avait avant, où avant, on enchaînait les flèches, et la dernière flèche, c'était pour indiquer le type de retour. Donc ça, j'aime bien. On a enfin les Eurofunctions ou les short lambda. Alors, ça peut arriver tardivement quand on voit que c'est implémenté déjà depuis un petit moment dans pas mal d'autres langages. Il faut savoir que ce n'est pas implémenté dans tous les langages, et que maintenant, ça veut dire que là, ici, vous avez le loisir d'utiliser les Eurofunctions pour toutes les targets que vous voulez. On a le final keyword qui vient d'arriver aussi. Alors, ça c'est pareil, on peut se dire, ah putain, mais ça fait des années que ça existe dans d'autres langages. Ouais, c'est vrai. Ça fait des années que ça existe dans d'autres langages et j'aurais préféré que ça arrive il y a bien longtemps. Mais c'est bien. Mieux vaut tard que jamais. On a des nouvelles façons d'itérer. Donc là aussi, je pense que pour la plupart des développeurs Java, ils vont me dire, bah, attends, mais c'est quoi ça? Mais ça existe depuis perpète. Mais vous dites ça à un développeur PHP, il va vous dire, ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est quand même sympa. Et puis surtout, quand on leur rappelle que bah voilà, maintenant on a l'Unicode pour toutes les targets, là, le développeur PHP, il est calmé. Une nouvelle façon, bah, ça c'est un sucre syntaxique, de nommer les astrapénums. On a le async await qui va arriver sur toutes les plateformes. Pas tout de suite, mais ça c'est quand même énorme. Et on a l'inline XML markup, très pratique pour tout ce qui est DSL, les JSX et compagnie, pour les supporter nativement, pour la complétion dans VS Code, etc. Donc ça, c'est le gros morceau qui va arriver normalement en fin d'année, enfin ce mois-ci, aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui. Et quoi d'autre? Ben, je sais pas. Peut-être une version Axe Entreprise Edition. Je sais pas, peut-être. Mais j'ai entendu ça dans des bruits de couloir, fin fond d'une cave obscure. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Après, on va m'imaginer en cuir dans des caves obscures. Non, mais c'est peut-être. En tout cas, c'est un projet qui commence à se construire. C'est encore tout neuf. C'est un teasing assez énorme de l'inception, pour mettre ça en tête. Peut-être une version Axe Entreprise Edition. Voilà. Et en tout cas, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller visiter axe.org pour en savoir davantage. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu l'as déjà utilisé en milieu professionnel? Donc, oui. tu es architecte? Oui, je l'ai utilisé en milieu professionnel. Dans quel cadre? D'une web app. Une web app, c'était un espèce de petit Photoshop online qui permettait de customiser des mugs, des tableaux, des choses que vous connaissez si vous allez sur des sites comme Photobox. Voilà, c'est ce genre de petits outils graphiques qui permet d'importer, manipuler des images avec des calques, faire des effets spéciaux, tout ça. Donc côté web app. Et côté serveur aussi, du coup, parce que le rendu des HD était fait côté serveur. Avec du... Comment ça se passe le debugging avec Axe par exemple quand on transpile vers du C? Est-ce qu'on débug directement dans le code généré ou est-ce qu'on... Alors voilà, moi j'ai aucune idée de comment ça se passe quand on target le C. Je fais plutôt du web, donc avec le web c'est assez simple puisque ça te fait du JS et donc le JS tu vas le débugger dans ton navigateur avec du Chrome par exemple, ça marche très bien. Avec les outils de debugging habituels avec du Node.js. Par contre en C je sais pas. Peut-être que quelqu'un a la réponse. Peut-être. Ah si, quelqu'un a levé la main pour avoir la réponse?
C'est une réponse un peu partielle. En gros, nous, on l'utilise donc pour effectivement target du C, donc en passant par H-Link, la fameuse machine virtuelle. L'idée, c'est très, très brièvement, quand tu fais du Axe, Ips, tout ça, tu peux target à peu près n'importe quoi. Donc en général, on target au moment où on travaille sur le projet la target qui convient pour travailler, et elle est peut-être différente de la target de release, celle qui sera pour le client ou le projet final. Et en l'occurrence, quand on bosse avec H-Link, une des raisons pour lesquelles on a monté cette technologie, c'est grâce au JIT et un certain nombre d'autres choses, et le fait que ce soit une machine virtuelle, on peut en fait avoir le debugger intégré dans VS Code. Là, c'est arrivé il y a 4-5 mois, je dirais, la version vraiment stable du debugger. Donc là, on a vraiment le debugger complet avec la mémoire et tous les stops, tous les trucs qu'on a classiquement, quoi. En général, on choisit juste la bonne target pour pouvoir utiliser Axe confortablement, quoi. Bonne question. Je n'ai aucune idée. Merde. Tu me déçois, Batman. D'autres questions? Non? Bon, ben c'est super. Merci encore d'être venu.